Après le décès de mes parents, j'ai hérité d'une entreprise et d'une maison. Mon mari voulait tout à son nom, mais j'ai refusé. J'étais enceinte de 9 mois quand un jour, ma poche des os s'est rompue. Au lieu de m'emmener à l'hôpital, ma belle-sœur m'a tiré hors de la voiture et m'a jeté sur la route, mon mari la soutenant. Mais ils ignoraient qu'une surprise choquante les attendait à la maison, les laissant pétrifiés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Olivia et j'ai 25 ans. Je vis à Portland, dans le Maine, dans la même maison où j'ai grandi. Cette maison qui sent encore subtilement la tarte aux pommes de ma mère et où résonnent encore les échos des rires de mon père. Si vous passiez devant, vous ne la trouveriez pas particulièrement remarquable, juste une modeste maison à 2 étages avec des volets bleus et un petit jardin sur le devant. Mais pour moi, elle porte tout le poids du souvenir et de la perte. Il y a 1 an, cette maison appartenait à mes parents, Charles et Linda. Aujourd'hui, elle est à moi, bien qu'il y ait des jours où je m'attends encore à les voir franchir la porte, comme si rien n'avait jamais changé. Mes parents étaient tout mon univers. Mon père, Charles, dirigeait une petite entreprise respectable à Portland qui fournissait des matériaux pour la rénovation de maisons et proposait des services de sous-traitance aux familles souhaitant refaire leur cuisine, réparer leur Porsche ou faire réparer leur toiture avant que le cœur de l'hiver ne s'installe. Ce n'était pas une activité prestigieuse, mais elle était stable et honnête, et il en tirait une grande fierté. Ma mère, Linda, était le ciment qui unissait notre famille. Chaleureuse, pragmatique et d'un soutien indéfectible. J'étais leur unique enfant, et ils ont consacré tout leur amour et tous leurs efforts à mon éducation. Nous vivions confortablement, mais sans jamais tomber dans l'extravagance. Nos vies étaient bâties sur l'attention, la routine et la joie simple d'être ensemble. Tout a basculé en un instant. Mes parents sont partis en voyage à l'étranger pour rendre visite à de la famille. Ils étaient enthousiastes, parlant des photos de famille qu'ils rapporteraient et des histoires qu'ils partageraient. J'étais resté pour m'occuper de l'entreprise en leur absence, mais ils ne sont jamais revenus. L'avion s'est écrasé avant d'atteindre sa destination. Je me souviens du policier à la porte, du son de sa voix tandis qu'il expliquait ce qui s'était passé, et de la façon dont le monde a semblé vaciller sous mes pieds. Un instant j'étais une fille, et l'instant d'après, j'étais orpheline, laissée avec une maison trop silencieuse et une entreprise qui me semblait soudainement trop grande à gérer. Dans les semaines qui ont suivi, le deuil est devenu un compagnon de tous les instants. Certains jours, c'était comme une lourde pierre pesant sur ma poitrine. D'autres jours, il était vif et imprévisible, me brisant sans crier gare. Je me suis noyé dans la paperasse, essayant de me concentrer sur ce qui devait être fait, signant des documents de succession, assistant au service commémoratif et prenant la place de mon père dans l'entreprise qu'il avait mis tant d'efforts à bâtir. Je ne me sentais pas prête, mais je n'avais pas le choix. Mes parents m'avaient tout laissé, la maison, les économies et l'entreprise. Tout leur héritage reposait entre mes mains. C'est à l'entreprise que j'ai rencontré Michael, le directeur qui avait travaillé en étroite collaboration avec mon père. Il était stable, calme et professionnel. Plus important encore, il ne m'a pas traité comme une enfant qui s'était retrouvée par hasard avec des responsabilités sur les bras. Il me parlait comme si j'avais ma place ici, comme si j'étais capable de porter ce fardeau. Cela signifiait plus pour moi qu'il ne pouvait l'imaginer. Je ne le réalisais pas encore, mais Michael allait bientôt devenir central dans ma vie, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Les gens disent souvent que l'héritage facilite la vie, mais ils n'en voient pas la vérité. L'héritage rend la vie plus lourde. On ne porte pas seulement les biens, mais aussi les souvenirs qui y sont liés. Chaque pièce de la maison me rappelait mes parents. Chaque facture de l'entreprise portait le nom de mon père. Je me suis promis d'honorer leur héritage, de protéger ce qu'ils avaient construit et de créer, d'une manière ou d'une autre, un avenir où leur absence ne m'engloutirait pas entièrement. Je pensais que le pire était déjà arrivé. J'ignorais encore que la véritable épreuve de ma force était encore à venir. Lorsque je suis entré pour la première fois dans le bureau de mon père après les funérailles, l'odeur de sueur et de peinture fraîche flottait encore dans l'air. L'entreprise qu'il avait bâtie, notre petite affaire de rénovation et de fourniture pour la maison, était stable, pratique et ancrée dans le rythme de la vie de Portland. Les entrepreneurs passaient pour du bois, de la peinture et des accessoires. Les familles faisaient confiance à nos équipes pour rénover des cuisines, réparer des toits qui fuyaient et sécuriser les maisons avant l'arrivée de la neige. Mon père en avait toujours été le cœur. Maman, c'était moi. Je me souviens m'être assise dans son fauteuil en cuir, celui avec une usure sur l'accoudoir droit où il avait l'habitude de poser son coude. Le bureau était couvert de factures, de bons de commande et de contrats avec les fournisseurs.
Chaque papier me semblait être une question à laquelle je ne savais pas encore répondre. Un instant, j'ai eu envie de fuir. Mais quand j'ai fermé les yeux, j'ai entendu la voix de mon père, stable, calme, me rappelant toujours de faire les choses étape par étape. C'est ainsi que j'ai commencé, une facture à la fois, un appel téléphonique à la fois, en prétendant être plus forte que je ne l'étais. Les employés ne savaient pas à quoi s'attendre de moi. La plupart d'entre eux avaient travaillé pour mon père pendant des années, et je pouvais voir le doute dans leurs yeux. Pouvais-je, une jeune femme de 25 ans qui n'avait jamais dirigé une entreprise, maintenir cet endroit à flot? J'ai décidé de ne pas essayer de faire mes preuves avec des discours. Au lieu de cela, je suis arrivé chaque matin à 6 heures, j'ai apporté du café pour l'équipe et j'ai posé des questions. J'écoutais plus que je ne parlais. Lentement, j'ai remarqué que leurs épaules se détendaient en ma présence. Le respect ne vient pas de l'héritage. Il vient du fait de montrer aux gens que vous êtes prêts à travailler à leur côté. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à remarquer Michael. Il était directeur depuis plusieurs années, gérant les plannings, les livraisons de fournitures et les comptes clients. Il connaissait l'entreprise sur le bout des doigts. Alors que d'autres me traitaient comme si j'étais fragile, Michael me traitait comme la propriétaire. Si je faisais une erreur, il me corrigeait fermement mais équitablement. Si je faisais quelque chose de bien, il le reconnaissait sans condescendance. Au début, j'ai pensé que ce n'était que du professionnalisme, mais il y avait quelque chose de plus solide en dessous, un soutien silencieux qui me faisait croire que je pouvais réellement y arriver. Ces premières semaines ont été épuisantes. Je passais de longues heures au bureau, puis je rentrais chez moi dans le silence de la maison dont j'avais hérité. Chaque pièce résonnait de l'absence. J'essayais de m'occuper. La lessive, la vaisselle, vérifier les serrures la nuit comme le faisait ma mère. Mais quoi que je fasse, le vide me suivait. Pourtant, je me forçais à me concentrer sur l'avenir. Si je laissais le deuil me consumer, l'entreprise s'effondrerait, et avec elle, le dernier vestige de l'œuvre de la vie de mon père. Un après-midi, je me tenais dans l'entrepôt alors que les équipes chargeaient des fournitures dans un camion. Pour la première fois, un des travailleurs plus âgés, un homme nommé Bill, m'a tapé sur l'épaule et a dit « Votre père serait fier ». Ces mots m'ont profondément touché. Ils n'effaçaient pas la douleur, mais ils me donnaient quelque chose d'autre à porter que le chagrin. J'ai commencé à croire que je pouvais honorer mes parents, non seulement en maintenant l'entreprise en vie, mais en la faisant prospérer. Et avec la présence constante de Michael à mes côtés, j'ai senti une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'accident. L'espoir. À l'époque, je pensais que le plus difficile était d'apprendre à diriger une entreprise et à vivre sans mes parents. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que mes plus grands défis ne viendraient pas du monde extérieur. Ils viendraient des personnes que je laissais entrer dans ma vie. Michael et moi nous sommes rapprochés presque sans nous en rendre compte. Au début, ce n'était que de longues soirées au bureau, à examiner les comptes ensemble ou à vérifier les livraisons de fournitures quand tout le monde était parti. Il avait une façon simple de me calmer, une constance tranquille qui contrebalançait mon deuil agité. Lorsque j'ai ri à l'une de ses blagues pinçant rire, cela m'a surprise, car je n'avais pas ri depuis des semaines. Ce soir-là, alors que nous sortions du bureau dans l'air frais du Maine, il m'a proposé de me raccompagner à ma voiture. C'était un geste simple, mais il m'a fait me sentir en sécurité dans un monde devenu soudainement imprévisible. Nous avons commencé à passer du temps ensemble en dehors du travail. Au début, c'était de petites choses, des cafés pris sur le pouce, des dîners tardifs lorsque la paperasse s'accumulait. Bientôt, c'est devenu plus intentionnel. Nous parlions de musique, de livres et des rêves que nous portions chacun. Michael parlait de son désir de fonder une famille un jour, de construire quelque chose de durable. Je lui ai parlé de mes parents, de la façon dont je voulais les honorer en gardant leur entreprise en vie. Il écoutait sans jugement, et je me suis surprise à partager plus que prévu. Au printemps, il était clair que nous étions plus que des collègues. Un soir, il m'a invité à dîner dans un petit restaurant de fruits de mer près du port. Je me souviens du scintillement des bougies sur la table, du bruit des vagues contre la jetée et de la façon dont il a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. « Olivia, a-t-il dit, tu as porté tellement de choses toute seule. Tu n'as plus à le faire. » Je ne savais pas alors à quel point ces mots deviendraient compliqués, mais à ce moment-là, ils m'ont apporté du réconfort. Lorsque Michael m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, ce n'était pas spectaculaire. Nous nous promenions dans le parc d'Erin Oaks, les arbres dorés par l'automne, quand il s'est arrêté près de l'étang et a sorti une petite boîte de son manteau. « Je n'ai pas besoin du moment parfait ou du discours parfait, a-t-il dit. Je sais juste que je veux construire ma vie avec toi. »
Les larmes ont brouillé ma vision alors que j'hochais la tête en murmurant « oui ». Pour la première fois depuis l'accident d'avion, j'avais l'impression que la vie me rendait quelque chose. Notre mariage fut petit et intime. Quelques amis proches, certains des anciens employés de mon père, et Jessica, ma collègue, qui était rapidement devenue mon amie la plus proche. Je portais une simple robe ivoire que ma mère aurait adorée. Et en remontant l'allée, je portais son médaillon glissé dans mon bouquet. Michael me regardait comme si j'étais la seule personne dans la pièce. À cet instant, j'ai vraiment cru que nous commencions quelque chose de magnifique. C'est au mariage que j'ai rencontré sa famille pour la première fois. Son père, Henri, m'a serré la main poliment, mais est resté silencieux, presque renfermé. Sa mère, Barbara, arborait un sourire acéré qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle a complimenté ma robe, mais a enchaîné avec un commentaire sur le coût probable des mariages. Sa sœur, Mélissa, était plus directe. Elle m'a serré brièvement dans ses bras, puis a plaisanté sur la chance que j'avais d'avoir attrapé quelqu'un d'aussi responsable que Michael. Son ton avait quelque chose de plus tranchant, mais j'ai mis ça sur le compte de la nervosité. Au début, tout semblait bien se passer. Michael et moi nous sommes installés dans ma maison familiale, où j'avais vécu depuis l'enfance. Barbara et Mélissa venaient souvent nous rendre visite, apportant des gratins ou de petits cadeaux, et je pensais que nous pourrions devenir une vraie famille. Mais il y avait déjà des indices. Barbara suggérait des changements dans la maison, Mélissa posait des questions sur l'entreprise. Elles masquaient leur curiosité sous des conversations banales, mais quelque chose dans leur façon d'insister sur le sujet de la propriété me mettait mal à l'aise. Pourtant, j'ai repoussé ces doutes. Je voulais croire que le mariage n'apporterait que partenariat et amour. Je voulais croire que Michael et moi pourrions construire une vie ensemble, sans ombre. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'en ouvrant mon cœur, j'avais aussi ouvert la porte à des gens qui allaient bientôt essayer de tout me prendre. La vie de couple a commencé avec une douceur à laquelle je me suis accroché fermement. Michael et moi partagions des petits déjeuners tranquilles avant le travail, riant de petites choses, faisant des projets pour l'avenir. J'appréciais le sentiment de ne plus être seul, d'avoir quelqu'un à mes côtés lorsque les nuits dans cette grande maison devenaient pesantes. Pendant un certain temps, je me suis convaincu que tout se mettait en place. Mais de petites fissures ont commencé à apparaître presque immédiatement. Barbara et Mélissa ont commencé à venir plus souvent, et ce qui avait commencé comme des visites familiales polies s'est lentement transformé en quelque chose de plus permanent. Un après-midi, Michael est rentré à la maison en annonçant que ses parents avaient besoin d'un endroit temporaire où loger pendant que leur maison subissait des rénovations. Avant que je puisse vraiment réaliser, des cartons étaient empilés dans le couloir, et Barbara commentait à quel point mon salon semblait spacieux comparé au leur. Mélissa s'est approprié la chambre d'amis comme si elle avait toujours été la sienne. Au début, je me suis dit que c'était temporaire. Les familles s'entraident, et cela faisait simplement partie du mariage. Mais les semaines ont passé, puis les mois, et personne n'a mentionné de déménager. Au lieu de cela, ils ont commencé à réarranger les meubles, à critiquer ma façon de gérer la maison, et même à commenter la façon dont je devrais m'habiller pour accueillir les visiteurs. Barbara s'est chargée de superviser la cuisine tandis que Mélissa se promenait librement dans mon bureau à la maison, regardant les factures ou jetant un œil au dossier de l'entreprise que j'avais ramené du travail. Chaque fois que je lui demandais de ne pas le faire, elle balayait mes craintes d'un rire. Michael, à ma grande déception, n'intervenait pas. Au contraire, il semblait soulagé de les avoir là. Quand je lui ai fait part de mes inquiétudes, il les a balayées d'un revers de main. « Elles essaient juste d'aider », disait-il. « Tu connais ma mère, elle a besoin de se sentir utile. » Chaque jour, je me sentais moins chez moi et plus comme une invitée dans un endroit dont j'avais hérité de mes parents. L'entreprise est devenue mon refuge. Là-bas, j'étais la patronne, celle que les gens respectaient. Jessica, toujours vive et fiable, a remarqué ma tension croissante et m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai souri et lui ai dit que tout allait bien, bien qu'à l'intérieur, j'étais en train de m'effondrer. Même le comportement de Michael au travail a commencé à changer. Il était toujours professionnel, but il n'était plus le partenaire chaleureux et attentif qu'il avait été. C'était comme si sa loyauté se déplaçait silencieusement vers sa famille. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Au moment où j'ai vu le test positif, une vague d'espoir m'a envahi. Peut-être que cela nous rapprocherait. Peut-être qu'un enfant adoucirait Barbara et Mélissa, et qu'elles me verraient comme plus qu'un simple obstacle se dressant entre elles et ce qu'elles convoitaient clairement. Lorsque je l'ai annoncé à Michael, sa réaction a été compliquée. Au début, il a souri, m'a serré dans ses bras et a dit qu'il était heureux.
Mais plus tard dans la soirée, Barbara m'a prise à part et a dit « Eh bien, cela rend les choses encore plus importantes, n'est-ce pas? Le bébé aura besoin de sécurité. Tu devrais penser à mettre la maison et l'entreprise au nom de Michael pour que tout soit en sécurité. » Ces mots m'ont glacé. Melissa a fait écho à ce sentiment quelques jours plus tard, demandant nonchalamment pendant le dîner comment je comptais gérer les questions de propriété maintenant que je portais un enfant. J'ai alors réalisé que leur intérêt n'était pas mon bonheur ou le bien-être du bébé. C'était mon héritage. J'ai refusé, bien sûr, fermement mais poliment. C'est l'héritage de mon père, leur ai-je dit. Il restera à mon nom pour l'avenir de mon enfant. Les regards sur leur visage ont clairement montré qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre non. Alors que ma grossesse avançait, j'espérais que Michael me soutiendrait. Mais chaque semaine qui passait, il semblait plus silencieux, moins solidaire, plus distant lorsque je résistais aux exigences de sa famille. C'était la première fois que je sentais vraiment le sol se dérober sous mon mariage. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer. La grossesse a tout changé, dans mon corps et dans ma maison. Je tenais un calendrier dans la cuisine, cochant chaque semaine à mesure que mon ventre s'arrondissait. Les visites chez le médecin me rassuraient sur la santé du bébé, et entendre le petit battement de cœur d'Ethan pour la première fois m'a presque fait tomber à genoux de joie. Je me suis promis que, quoi qu'il se passe autour de moi, je le protégerais. Mais à l'intérieur de la maison, la tension s'épaississait de mois en mois. Barbara et Melissa sont devenues plus audacieuses dans leurs exigences. Au début, c'était des insinuations, des remarques sur le fait qu'il serait plus responsable de mettre la maison au nom de Michael, ou que l'entreprise devrait avoir un homme à sa tête maintenant que j'allais être mère. Puis les commentaires se sont transformés en pression. Elles laissaient des documents juridiques sur la table de la salle à manger, mentionnant nonchalamment à quel point il serait facile de signer. Elles abordaient le sujet à chaque repas, me rappelant qu'une bonne mère pense à la stabilité. Je n'ai jamais fléchi. Je leur ai répété encore et encore, cette maison et cette entreprise sont l'héritage de mes parents. Elles m'appartiennent et appartiendront un jour à mon enfant. La fermeté de ma voix ne semblait que les rendre plus déterminées. Barbara pinçait les lèvres jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches, et Melissa levait les yeux au ciel comme si j'étais puéril. Michael se tenait quelque part au milieu, ce qui était peut-être le plus douloureux de tout. Au début, il me disait de ne pas m'inquiéter, que sa mère et sa sœur veillaient simplement sur nous. Mais au fil des mois, j'ai remarqué qu'il évitait mon regard lorsque Barbara parlait, ou qu'il restait silencieux lorsque Melissa poussait des papiers vers moi. Son silence ressemblait à une trahison, même avant que les plus grandes trahisons ne se révèlent. En dehors de la maison, la vie était plus facile. À l'entreprise, Jessica prenait de mes nouvelles tous les jours, s'assurant que je ne portais pas de carton ou que je ne me surmenais pas. Elle m'apportait des déjeuners, me rappelait de me reposer et me disait que j'étais plus forte que je ne le croyais. Sans elle, je ne pense pas que j'aurais survécu à ces longs mois épuisants. J'essayais de me créer des moments de paix. Je décorais la chambre de bébé dans des tons de vert et de jaune doux, m'asseyant dans le fauteuil à bascule le soir, imaginant les futurs rires d'Ethan remplir la pièce. Je lui racontais des histoires à voix haute, laissant ma voix adoucir les angles de mon stress. Je me raccrochais à l'espoir qu'une fois né, la famille de Michael verrait que l'amour importait plus que le contrôle. Mais la vérité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Enceinte de 7 mois, j'ai surpris une conversation entre Barbara et Michael dans le salon, tard dans la nuit. Sa voix était perçante et portait facilement dans le couloir. Elle est égoïste. Elle ne comprend pas comment les choses devraient être faites. Tu dois prendre le contrôle avant l'arrivée du bébé, sinon elle va tout gâcher. Je me suis figé dans le couloir, une main sur mon ventre, attendant sa réponse. Il n'a rien dit pendant un long moment, puis a soupiré. Je m'en occupe. Ma poitrine s'est serrée au son de ces mots. Je m'en occupe. Pas me défendre. Pas être à mes côtés. Juste s'en occuper. Les semaines suivantes ont été insupportables. Melissa a commencé à me suivre dans la maison, commentant mon air fatigué, à quel point il était irresponsable de ne pas céder les propriétés pour le bien d'Ethan. J'ai gardé mon sang-froid, mais à l'intérieur, la peur commençait à effriter ma résolution. Pourtant, je ne céderais pas. Chaque fois que je sentais Ethan bouger en moi, je me rappelais ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de biens. Il s'agissait de donner à mon fils un avenir où il saurait que sa mère avait tenu bon, même lorsque la pression était écrasante. Au 9e mois, j'étais épuisé mais pas brisé. J'avais enduré les insultes, la manipulation et les longues nuits de silence de mon mari. Mon corps me faisait mal, mes nerfs étaient à vif, mais je me disais que la ligne d'arrivée était proche. Bientôt,
je tiendrais Ethan dans mes bras et tout cela aurait enfin un sens. Je ne réalisais pas encore que l'épreuve la plus dangereuse de ma résilience n'était qu'à quelques heures de là. Tout a commencé par une douleur aiguë qui m'a réveillé au milieu de la nuit. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une autre crampe. Mon corps avait été endolori en permanence ces dernières semaines. Mais cette douleur était différente. Elle venait par vagues, me coupant le souffle, me faisant agripper le bord du lit. Ma main s'est instinctivement posée sur mon ventre, et j'ai murmuré « C'est l'heure, Ethan ». J'ai secoué Michael pour le réveiller, ma voix tendue par l'urgence. « Il faut y aller, maintenant ». Il s'est assis lentement, se frottant les yeux comme si je l'avais dérangé dans un rêve agréable. Quand il a compris ce qui se passait, il s'est levé, mais ses mouvements n'étaient pas précipités, pas frénétiques comme j'imaginais qu'un mari le serait lorsque sa femme est en train d'accoucher. Au lieu de cela, il a marché calmement dans le couloir et a appelé sa mère et sa sœur. En quelques minutes, Barbara et Melissa étaient dans la chambre, habillées et alertes, presque trop alertes, comme si elles attendaient ce moment. Les premiers mots de Barbara ne concernaient pas ma douleur. Ils étaient froids, calculés. Avant de t'emmener où que ce soit, Olivia, nous devons régler la paperasse. Je l'ai regardée, incrédule. De quoi parlez-vous? Je suis en train d'accoucher. Ma voix s'est brisée alors qu'une autre contraction me déchirait. Melissa s'est avancée avec un dossier à la main, son sourire fin et cruel. La maison, l'entreprise, cède-les à Michael. Ensuite, nous t'emmènerons à l'hôpital. Mon estomac s'est noué. La douleur, la peur, la trahison. Tout s'est heurté en même temps. J'ai secoué la tête avec véhémence. Jamais. C'est l'héritage de mon père. Vous ne me le prendrez pas. Les yeux de Barbara se sont plissés. Tu es têtu. Veux-tu vraiment risquer la vie de ton enfant pour ça? Une autre contraction m'a frappé et j'ai crié, serrant mon ventre. La sueur perlait sur mon front. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause de la douleur, mais aussi de l'horreur de réaliser jusqu'où elles étaient prêtes à aller. Pourtant, j'ai trouvé la force de cracher les seuls mots que je pouvais articuler. Non, je ne le ferai pas. Michael n'a rien dit. Il est resté là, à regarder le sol comme s'il était un étranger dans la pièce. Ce silence a brisé quelque chose en moi. Finalement, il a marmonné. Bon, allons-y, et a attrapé les clés de la voiture. Pendant un bref instant, le soulagement m'a envahi. Nous allions à l'hôpital, après tout. J'ai essayé de m'accrocher à cet espoir pendant qu'il m'aidait à monter dans la voiture, Barbara et Melissa glissant sur la banquette arrière. L'air nocturne était vif sur mon visage, et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, sur la sécurité d'Ethan. Mais pendant le trajet, la pression a recommencé. Barbara s'est penchée en avant, sa voix basse mais menaçante. « Tu as encore une chance de faire ce qu'il faut, Olivia. Signe, et tout sera plus simple. » Melissa a renchéri, d'un ton moqueur. « Tu as déjà mal. Pourquoi faire traîner les choses? Signe, c'est tout. » J'ai secoué la tête, les larmes coulant sur mon visage. « Je vous ai dit que non. Je ne signerai jamais. » Michael a arrêté la voiture sur un tronçon de route désert. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, la panique dans la voix. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, Melissa a ouvert sa portière, a fait le tour jusqu'à la mienne et l'a ouverte brusquement. Avant que je puisse réagir, elle m'a attrapé le bras, me traînant sur le trottoir froid. J'ai crié d'agonie alors qu'une autre contraction me déchirait, mes genoux fléchissant sous moi. « S'il vous plaît » ai-je pleuré. « J'ai besoin d'aide. » Le visage de Barbara est apparu au-dessus de moi, dur et impitoyable. « Tu aurais dû écouter » dit-elle froidement. Puis ils sont partis. Les portières ont claqué, le moteur a vrombé, et les feux arrière rouges ont disparu dans l'obscurité, me laissant seul sur le bord de la route, me tordant de douleur, serrant mon ventre alors qu'Ethan luttait pour venir au monde. Un instant, le désespoir a failli me consumer. Le froid s'infiltrait dans ma peau, les contractions me laissaient à bout de souffle, et la trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure. J'ai pensé à mes parents, à la promesse que j'avais faite de protéger ce qu'ils avaient construit, et je me suis demandé si j'aurais la force de survivre à cette nuit. Puis, comme un miracle, des phares sont apparus au loin. Une voiture a ralenti, puis s'est arrêtée. J'ai entendu une voix familière crier mon nom. Jessica. Elle a couru vers moi, le visage pâle de choc, et s'est agenouillée à mes côtés. Oh mon Dieu, Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas répondre complètement, réussissant seulement à halter des bribes de phrases entre les contractions. Michael, sa famille, m'a laissé. Jessica n'a pas perdu une seconde.
Elle a sorti son téléphone de sa poche et a composé le 911. C'est une urgence. Mon ami est en train d'accoucher et a été abandonné sur le bord de la route. Envoyez la police et les secours immédiatement. Elle a enroulé son manteau autour de moi, ses mains tremblantes mais déterminées. Tu n'es pas seul, a-t-elle murmuré. Les secours arrivent. Tiens bon. Le son des sirènes s'est fait de plus en plus fort, jusqu'à ce que des gyrophares peignent la nuit. Des policiers se sont précipités vers nous, suivis de près par les ambulanciers qui m'ont soulevé sur un brancard. L'un des officiers s'est agenouillé à côté de moi, sa voix ferme et rassurante. On va les retrouver, madame. Vous êtes en sécurité maintenant. Concentrez-vous sur votre bébé. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, j'ai serré la main de Jessica avec le peu de force qu'il me restait. J'avais été trahie, abandonnée, presque détruite, mais je n'étais pas brisée. Pas encore. Ethan se battait toujours, et moi aussi. Cette nuit devait être le début de la vie de mon fils. Au lieu de cela, elle est devenue la nuit où j'ai vu le vrai visage des personnes que j'avais autrefois appelées ma famille. L'ambulance filait à travers les rues calmes de Portland, sirène hurlante, alors que j'étais allongé, attaché au brancard, les contractions me déchirant. Chaque secousse de la route me faisait crier, mais la main de Jessica n'a jamais quitté la mienne. Sa voix, stable et calme, manquerait. Tout va bien se passer, Olivia. Ethan va bien se passer. Respire. Concentre-toi sur moi. À côté de nous, un ambulancier vérifiait mes signes vitaux, parlant rapidement dans sa radio. Femme, 25 ans, travail actif, contraction à moins de 3 minutes d'intervalle. Préparez-vous pour un accouchement immédiat. Son ton était urgent mais professionnel, et cela me terrifiait. Je voulais qu'Ethan naisse en toute sécurité dans une pièce pleine de chaleur et de lumière, pas à l'arrière d'une ambulance après avoir été abandonné sur une route froide. Lorsque nous sommes arrivés au Main Medical Center, les portes à double battant se sont ouvertes en grand et une équipe s'est précipitée pour me faire entrer. Des lumières vives clignotaient au-dessus de moi, des voix se superposaient, des mains ajustaient les moniteurs et les perfusions. Quelqu'un a pressé un masque à oxygène sur mon visage. Une autre infirmière s'est penchée vers moi, son ton ferme mais bienveillant. Vous vous débrouillez très bien, Olivia. Nous nous occupons de vous maintenant. Le rythme cardiaque de votre bébé est bon. Jessica est restée près de moi, me serrant la main jusqu'à ce que le personnel de l'hôpital la guide vers la salle d'attente. Je serai juste là, a-t-elle crié, les yeux brillants d'inquiétude. Les heures se sont écoulées dans un brouillard de douleur, d'encouragement et de détermination. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai imploré une force que je n'étais plus certaine d'avoir. Puis, avec une dernière poussée, un cri a rempli la pièce. Un cri aigu, magnifique, qui a transpercé toutes les ombres de la nuit. C'est un garçon, a annoncé le médecin. Des larmes coulaient sur mon visage alors qu'il posait Ethan sur ma poitrine. Son petit corps était chaud, ses poings serrés, son cri féroce et vivant. J'ai murmuré à travers mes sanglots, « Tu as réussi, mon amour. Tu es là. Tu es en sécurité. » À ce moment-là, malgré le chaos, je me suis sentie à nouveau entière. Ethan était à moi, et personne ne pourrait me le prendre. Pendant que je me reposais, la police est venue prendre ma déposition. Un détective en civil s'est assis doucement à mon chevet, un carnet à la main. Sa voix était posée. « Olivia, je sais que c'est difficile, mais nous devons savoir ce qui s'est passé ce soir. » Avec Ethan dormant dans le berceau à côté de moi, je leur ai tout raconté. Les demandes de céder la maison et l'entreprise, les menaces, l'arrêt sur la route déserte, et comment Melissa m'avait traîné hors de la voiture avant qu'ils ne partent. Ma voix tremblait, mais je n'ai omis aucun détail. Le détective a hoché la tête d'un air sombre. « Vous avez vécu quelque chose d'impensable. Nous allons porter plainte pour agression, coercition, mise en danger de la vie d'autrui et abandon. Vous pouvez être certaine qu'ils ne s'en tireront pas comme ça. » Son ton portait le poids de la certitude, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que la loi était de mon côté. Jessica m'a rejointe après le départ des policiers, son visage plus doux maintenant qu'elle voyait Ethan dormir paisiblement. Elle a repoussé une mèche de cheveux de mon front. « Tu es plus forte que toutes les personnes que j'ai connues, et tu n'es pas seule là-dedans. Je serai avec toi à chaque étape. » Les jours suivants à l'hôpital ont été un mélange de rétablissement et de réflexion. Les infirmières vérifiaient mes signes vitaux, m'apprenaient à allaiter Ethan et me rassuraient lorsque l'épuisement me submergeait. Chaque fois que je regardais le petit visage de mon fils, je me rappelais pourquoi j'avais refusé de signer quoi que ce soit. Cette maison, cette entreprise, cet héritage, c'était pour lui. Pour Ethan.
Mais les moments de calme n'effaçaient pas la réalité à l'extérieur de ces murs. Michael et sa famille m'avaient montré leur vrai visage. Ils avaient essayé d'utiliser mon moment le plus vulnérable pour me voler tout ce que j'avais. Ils m'avaient abandonné pour mourir. Et maintenant, ils allaient devoir faire face à la justice. Alors que le jour de ma sortie approchait, je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas simplement passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Je ne pouvais pas élever Ethan dans un monde où ceux qui nous avaient fait du mal pourraient encore essayer de s'emparer de ce qui nous appartenait. J'avais survécu à la nuit de sa naissance. La prochaine bataille se livrerait au tribunal. Quitter l'hôpital avec Ethan dans mes bras a été à la fois le plus beau et le plus terrifiant moment de ma vie. Je l'ai attaché dans le siège auto que Jessica m'avait apporté. Mon corps était encore endolori et faible, mais ma détermination était plus forte que jamais. En entrant dans l'allée de la maison de mes parents, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement une maison. C'était ma forteresse. Tout ce qui se trouvait entre ces murs appartenait désormais à moi et à mon fils. Mais cela portait aussi le poids de la responsabilité. Si je voulais la paix, si je voulais qu'Ethan grandisse en sécurité, je devais affronter ce que Michael et sa famille avaient fait. Le lendemain matin, après avoir installé Ethan dans son berceau, j'ai appelé un cabinet d'avocats du centre-ville de Portland. Ma voix tremblait en expliquant ce qui s'était passé, mais la réceptionniste était calme et efficace. Nous allons vous fixer un rendez-vous pour une consultation immédiatement. C'est une affaire sérieuse. C'est ainsi que j'ai rencontré Mark Anderson, un avocat chevronné aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Il a écouté chaque détail de mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes et posant occasionnellement des questions pour clarifier. Quand j'ai eu fini, sa mâchoire était crispée de colère. Ce que votre mari et sa famille ont fait n'est pas seulement cruel, c'est criminel. Vous avez des motifs pour des poursuites pénales et un divorce. Les tribunaux du Maine ne voient pas d'un bon œil la coercition, surtout pendant la grossesse. Nous allons poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Entendre ces mots fut comme un baume. Pour la première fois depuis la nuit de la naissance d'Ethan, j'avais l'impression que quelqu'un de puissant était de mon côté. Mark m'a expliqué les étapes avec soin: déposer une plainte pénale pour agression, coercition et mise en danger de la vie d'autrui, entamer une procédure de divorce pour abus et abandon, demander la garde exclusive d'Ethan ainsi qu'une ordonnance restrictive pour éloigner Michael et sa famille de nous. La procédure pénale a commencé en premier. La police avait déjà recueilli ma déposition et celle de Jessica, ainsi que les dossiers médicaux documentant le stress et le danger pour Ethan. En une semaine, des mandats d'arrêt ont été émis contre Michael, Barbara et Melissa. Je n'étais pas là quand ils ont été arrêtés, mais Jessica m'a dit plus tard que la nouvelle s'était rapidement répandue en ville. Les gens qui respectaient autrefois Michael le regardaient maintenant avec incrédulité. La première comparution au tribunal fut un tourbillon. J'étais assise à la table du plaignant, Ethan à la maison avec Jessica, tandis que les procureurs exposaient les chefs d'accusation. Michael se tenait à côté de sa mère et de sa sœur, tous pâles et les lèvres pincées. Pendant une fraction de seconde, son regard a croisé le mien. Il n'y avait plus d'amour, seulement du ressentiment. J'ai été frappé de voir à quel point il avait changé par rapport à l'homme qui m'avait un jour tenu la main près du port. Ou peut-être n'avait-il pas changé du tout. Peut-être avais-je simplement été aveugle. Le procès lui-même s'est étalé sur plusieurs semaines. Les procureurs ont présenté des preuves, mes dossiers médicaux, le rapport de police, le témoignage de Jessica, et même des voisins qui ont témoigné de la tension croissante dans ma maison. La défense a tenté de me dépeindre comme une personne mélodramatique, affirmant que Michael avait simplement paniqué et que Barbara et Melissa n'avaient pas eu l'intention de me faire du mal. Mais les faits étaient indéniables. L'abandon, la coercition, la tentative de me forcer à céder mon héritage. Tout indiquait un plan calculé. J'ai témoigné aussi. Ma voix était stable malgré les larmes dans mes yeux. Ils m'ont laissé sur le bord de la route alors que j'étais en train d'accoucher. Ils pensaient que je céderais, mais je ne pouvais pas. Mon père a bâti cette entreprise de ses propres mains, et je me suis promis de la protéger. Je ne pouvais pas trahir sa mémoire, même pour me sauver. La salle d'audience était silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. Pour la première fois, j'ai senti tout le poids de mon propre courage. Finalement, la justice a prévalu. Le juge a rendu une décision ferme. Michael a été condamné à la prison pour mise en danger de la vie d'autrui, agression par complicité et abandon de conjoint en situation de crise médicale. Barbara et Melissa ont reçu leur propre peine pour complot et coercition. Tous trois ont fait l'objet d'une ordonnance restrictive permanente leur interdisant de me contacter, moi ou Ethan.
Quand le marteau a frappé, j'ai senti une chaîne invisible tomber de mon cou. La procédure de divorce a suivi. Bien que techniquement distincte du procès pénal, elle a été fortement influencée par celui-ci. Mon avocat a plaidé pour la garde exclusive d'Ethan, soulignant le danger que Michael et sa famille représentaient. Le juge a été d'accord. Michael a perdu tous ses droits parentaux, à l'exception de la possibilité de visite supervisée, bien qu'il soit peu probable que cela soit approuvé de sitôt. J'ai obtenu la propriété exclusive de la maison et de l'entreprise, libre de toute réclamation qu'il aurait pu tenter de faire. Demander le divorce avait été douloureux en théorie, mais en pratique, ce fut un soulagement. Je ne voyais plus Michael comme l'homme que j'avais autrefois aimé. C'était un étranger qui avait choisi la cupidité plutôt que la famille, le contrôle plutôt que l'amour. L'acte de mariage, qui me semblait autrefois un lien, ressemblait maintenant à un piège dont j'étais enfin libéré. En sortant du palais de justice ce jour-là, j'ai levé les yeux au ciel. Il était clair et lumineux, le genre de journée que mon père appelait « jour de bâtisseur ». Un temps idéal pour commencer quelque chose de nouveau. J'ai serré Ethan fort dans mes bras en murmurant « On a réussi, mon bébé. Ils ne peuvent plus nous faire de mal ». Jessica m'a retrouvé sur les marches du palais de justice, son sourire large, les bras ouverts. « Tu es libre ?» a-t-elle dit simplement. Et pour la première fois depuis une éternité, je l'ai vraiment cru. Les semaines qui ont suivi la décision finale du tribunal ont été comme respirer de l'air pur après des mois de suffocation. Pour la première fois depuis l'accident de mes parents, la maison était silencieuse de la manière dont je m'en souvenais, paisible, pas oppressante. Les ordres tranchants de Barbara, les pas de Melissa résonnant dans le couloir, les silences froids de Michael. Tout cela avait disparu. L'espace appartenait à moi et à Ethan, et à personne d'autre. J'ai passé ces premiers jours à m'installer dans un nouveau rythme. Ethan était exigeant, comme tous les nouveau-nés, mais chaque nuit blanche me semblait un cadeau. Ses petits doigts s'enroulaient autour des miens. Sa respiration douce remplissait la chambre de bébé. Et je savais que chaque sacrifice en avait valu la peine. Parfois, au milieu de la nuit, je m'asseyais dans le fauteuil à bascule que ma mère avait utilisé avec moi et je lui chuchotais des promesses. Tu grandiras dans une maison sûre. Personne ne se servira jamais de toi comme d'un moyen de pression. Tu connaîtras l'amour, pas le contrôle. Jessica est devenue plus qu'une simple amie. Elle était de la famille. Elle venait souvent, m'aidant avec les tétés de fin de soirée ou passant à l'entreprise quand je ne pouvais pas quitter Ethan. Elle me répétait sans cesse, « Tu es plus forte que tu ne le penses ». Et lentement, j'ai commencé à le croire. Diriger l'entreprise en tant que mère célibataire n'a pas été facile. J'emmenais parfois Ethan avec moi, installant un petit berceau dans mon bureau. Au début, les équipes semblaient surprises, mais elles s'y sont vite habituées. Ils plaisantaient en disant qu'Ethan était le plus jeune patron de Portland. Les commandes étaient honorées, les contrats renouvelés, et petit à petit, l'entreprise n'a pas seulement survécu, elle a grandi. J'ai rationalisé les opérations, attiré de nouveaux clients et élargi les services d'une manière que mon père aurait admirée. Chaque succès était comme une conversation avec lui, une façon de dire « J'ai tenu ma promesse, papa ». Une année est passée plus vite que je ne l'aurais cru. Ethan a eu 1 an par une belle journée de printemps. J'ai décoré le salon avec des ballons, préparé un gâteau d'après une vieille recette de ma mère, et invité les personnes qui m'avaient soutenu, Jessica, quelques employés fidèles et des voisins qui m'avaient apporté des repas lorsque le deuil m'avait submergé. Ce n'était pas une grande fête, mais elle était chaleureuse, pleine de rire et de lumière. Ethan a écrasé du glaçage dans ses petites mains, ses éclats de rire résonnant entre les mêmes murs qui avaient autrefois contenu tant de tension. En le regardant, j'ai pensé à mes parents. J'aurais aimé qu'ils soient là pour voir leur petit-fils, pour me voir debout, plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Mais d'une certaine manière, ils étaient là. L'entreprise, la maison, la vie que j'avais si ardemment défendue. Tout cela était à eux, vivant à travers moi, et maintenant à travers Ethan. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir épousé Michael. Ma réponse les surprend, non. Car sans ce chapitre, aussi douloureux soit-il, je n'aurais peut-être jamais découvert la force que je porte en moi aujourd'hui. Je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point il est important de protéger ce qui compte le plus, de se battre pour cela, quel qu'en soit le coût. L'ordonnance restrictive maintient Michael et sa famille loin de nous. Ils purgent leur peine et la loi garantit qu'ils ne peuvent pas toucher à ce qui appartient à moi et à Ethan. Les audiences judiciaires se poursuivent occasionnellement, mais j'y assiste par visioconférence, comme requis. Ethan n'aura jamais à mettre les pieds dans une salle d'audience, jamais à voir les visages de ceux qui nous ont trahis.
C'est un choix que j'ai fait pour lui, un choix que je ne regretterai jamais. Alors que les invités quittaient la fête d'anniversaire d'Ethan ce soir-là, je me tenais sur le pas de la porte avec mon fils sur la hanche. Le coucher de soleil déversait une lumière dorée sur le jardin, et pour la première fois, j'ai senti l'avenir s'ouvrir grand devant nous. J'ai embrassé le sommet de sa tête et j'ai murmuré, « Nous sommes libres maintenant. C'est notre vie, et personne ne nous la prendra jamais. » La maison était de nouveau silencieuse après le départ de tout le monde, mais c'était un silence différent, celui qui inspire la sécurité, comme une maison devrait le faire. Je me suis assise avec Ethan dans le fauteuil à bascule, le même où j'avais murmuré mes promesses des mois auparavant. Il était plus lourd maintenant, ses yeux déjà pleins de curiosité pour le monde. Je l'ai serré contre moi, savourant l'instant. L'héritage de mon père n'avait pas seulement survécu, il avait grandi. Et moi aussi. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée et que vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos réflexions et de vous abonner à la chaîne pour les futures publications. Votre soutien nous aide à continuer de vous proposer des histoires fortes chaque semaine.